Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. En fait, devant cette ultime tentative du régime de plonger le pays dans la violence, nous ne sommes pas pris au dépourvu. Et nous ne sommes pas étonnés du tout. Parce que nous savions déjà que ce régime ne recule devant aucun moyen, ni aucune méthode pour se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple et même au risque de provoquer l'indicible. Oui, nous savions que ce régime ne reculerait devant rien. Et c'est bien pour cela que de toutes parts ont fusé ces appels au pacifisme, à la vigilance, à ne pas tomber dans le traquenard de la violence, de la division, de la subversion qu'allaient nous tendre ceux qui refusent de restituer le pouvoir au peuple. Rappelez-vous, pour vous convaincre de leur nuisance, tout ce qu'ils ont fait subir à ce pays, dans le même temps qu'ils faisaient tout pour nous convaincre qu'ils étaient nos sauveurs, qu'ils étaient les dignes héritiers de l'ALN, qu'ils étaient le rempart contre la main étrangère. Rappelez-vous, sans pour autant remonter au tout début, à ce jour fatidique du coup d'État fondateur de 1962. Rappelez-vous, ce 4e mandat de Bouteflika, qui nous ont imposé un 4e mandat pour un homme totalement invalide et qui n'était plus qu'une façade derrière laquelle régnaient les chefs de l'armée et la famille Bouteflika, sur un pays qu'ils avaient transformé en propriété privée. Un 4e mandat qui n'aurait jamais été possible si une certaine puissance étrangère, celle qui nous agite aujourd'hui en épouvantail, n'avait donné son feu vert, et même plus qu'un feu vert. Rappelez-vous, comment les mêmes qui nous ont imposé aujourd'hui Tebboune, à travers la plus grande fraude électorale depuis l'indépendance de ce pays, rappelez-vous tout ce qu'ils ont fait pour faire passer un hallucinant 5e mandat. Rappelez-vous toutes les injures, les calomnies, les menaces que les mêmes adressaient à tous ceux qui s'opposaient à ce 5e mandat. Rappelez-vous que lorsqu'ils ont échoué à faire passer ce mandat, tout ce qu'ils ont fait pour nous rouler, pour nous tromper, cette prolongation anticonstitutionnelle du 4e mandat, pour le même Bouteflika. Puis cette façon de l'avoir démissionné parce qu'il ne passait plus, dans le même temps qu'ils avaient annulé anticonstitutionnellement les élections présidentielles dont le processus avait été pourtant validé par le Conseil constitutionnel, dans un processus où les candidats avaient déposé leur dossier et avaient reçu un quitus du Conseil constitutionnel. Puis rappelez-vous le reste, ce 4e mandat qu'ils ont voulu prolonger, ce processus électoral pourtant validé par le Conseil constitutionnel, comme je viens de le dire, puis ces présidentielles du 4 juillet qu'ils ont tenté de faire passer en force avant de les annuler sous la pression populaire. Puis, rappelez-vous comment ils avaient reconduit Ben Saleh à la charge de chef d'État par intérim en violation de leur constitution. Puis comment le chef d'état-major de l'armée a fait publiquement convoquer les élections pour le 12 décembre depuis une caserne, malgré la très forte opposition du peuple. Et rappelez-vous comment et de quelle manière ils ont accompagné, comme ils disent, le mouvement citoyen, répression, incarcération de centaines de militants, blocus des villes, barrages filtrants, stigmatisation des manifestants, calomnie publique, injures grossières, manipulation, propagande, subversion, contre-révolution, désignation de toute une région comme une base arrière des ennemis de l'Algérie. Et je passe sur une infinité d'injures et d'agressions en tout genre. Ils nous ont tout fait subir, tout.
et surtout tout fait pour nous diviser, nous précipiter dans la violence. Mais rien n'y fit. Le peuple resta uni et pacifique, malgré tout ce qu'on lui faisait endurer. Et ce fut ainsi jusqu'au décès soudain du chef d'état-major. Rappelons que malgré les circonstances très mystérieuses de cette mort, aucune autopsie ne fut pratiquée. Par contre, des funérailles impressionnantes furent organisées à grand renfort de moyens dont le régime a le secret, pour convaincre les opinions publiques, nationales et étrangères, que le peuple n'était pas aussi uni que nous le prétendions, et que c'est là, très vraisemblablement, que la décision de provoquer la violence, la fracture au sein du peuple a été prise. Parce que le régime savait que le vendredi d'après les funérailles, le vendredi 45, qui allait succéder aux dites funérailles, allait être une réponse cinglante du Hirak. Et c'est ainsi que partout, hormis le centre du pays, furent organisées des attaques de Baltagia contre les manifestants. Partout et dans la même journée, dans des villes ciblées, à l'est et à l'ouest du pays, avec les mêmes méthodes. De grosses quantités de psychotropes ont été distribuées dans des milieux populaires très défavorisés, où se recrutent généralement les indiques du régime et qui lui servent souvent d'agents provocateurs. En échange, le régime s'est fermé l'œil sur certaines choses. Les dealers, les gens qui squattent des rues, qu'ils transforment en parking payant, des plages, etc., etc. Mais comme ils ne pouvaient pas à eux seuls, ces Baltagia, semer la violence au sein des millions de manifestants, ils furent dotés de tous les moyens et aidés par une grosse propagande pour rallier autour d'eux des jeunes de leurs quartiers respectifs, à qui ils désignèrent les zouaves, comme ils disent, comme les ennemis de la main, les ennemis et les alliés de la main étrangère qui veulent faire intervenir les forces de l'OTAN pour syrianiser le pays. Et ils leur racontèrent à ces jeunes, aidés en cela par des personnalités publiques qui appellent ouvertement à la guerre civile contre toute une région, ils leur racontèrent que cette région cherchait à inséminer son poison dans tout le pays, que les élections n'ont pas été truquées et que si la doula tombe, c'est le pays qui sera livré au bombardement de l'OTAN. Ce plan de subversion consiste tout simplement à empêcher toute possibilité de jonction entre les différentes régions du pays. Le but est d'isoler le centre du pays, de le désigner en ennemi, non pas du régime, mais du peuple et de toutes ses constantes. Et le drapeau amazigh fut très largement utilisé pour susciter la haine et la division, pour opposer le drapeau national au drapeau amazigh. Nous allons vous montrer une vidéo très parlante pour vous montrer, si tant est que vous ne le saviez déjà, que ce régime est prêt à tout. Il est en train de nous dire de façon claire et directe, moi ou le chaos, moi ou la guerre civile. البلاد بلاد ويعيش حياته فيها يسال وجهك صحيح قدر في الريح لزافر ماشية الخربة راشية والنية راها خافية ولادك في الريش وزوالي في وسط العافية نيران وقادية سفينة تغرق وغادية فرتو في السف بنيتو الحبس كاع الأحرار محكومين ثابت الرخاص اختلاف بالرشوة سلاطين زلق الفاس رشف الرعش وين رايح بينا وين اليد بلوفاس ما تحب الناس حامي تاع السراقين كنت تجبد روحك ماشي خير تشوفيني غابة الطير يجي نهارك انت وتحير الشعب زعف والحقد كبير
Algérie, le régime actionne la violence. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Karim Naïtou Slimane, militant politique. Merci Karim d'être avec nous. Bonsoir Jamaldine, merci de l'invitation. Bonsoir Daïdir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci. Et Daïdir, comme vous dites si bien, Daïdir Honoran qui est avec nous, analyste politique qui nous accompagne souvent dans cette émission. Et Daïdir, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation, Monsieur Benchouf. En Skype, en Skype avec nous, Yahya Bonouar, journaliste. Ahlan bik Yahya. Merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Merci. Alors, mes chers amis, donc avant de commencer, je vais vous montrer une vidéo. Elle est très dure. Beaucoup de gens m'ont recommandé de ne pas la montrer. Parce qu'ils m'ont dit, là, tu risques de créer un problème ou d'aggraver le problème, parce que c'est tout ce que veut le régime. Le régime l'a fait exprès d'avoir fait tourner cette vidéo, et il a tout fait pour la propager à travers les réseaux sociaux. Et donc, si nous l'aidons à diffuser, c'est tout bénef pour le régime. Moi, je crois que c'est le contraire, et vous allez voir pourquoi. Regardez. Alors, nous allons la revoir. Je vais vous demander d'observer quelque chose. Vous allez voir que les deux drapeaux sont neufs, qu'ils sont pliés. Vous allez voir la trace des plieurs. Et vous allez constater que le monsieur qui agite le drapeau ne parle pas. Il ne dit pas un mot, alors que normalement il devrait parler. Et parler en kabyle. Hein, et nous allons la revoir. Regardez bien. Cette vidéo a suscité un énorme tollé sur les réseaux sociaux. Elle est sortie en même temps, dans la même journée de l'attaque des Baltajia contre les manifestants, le vendredi. Elle est sortie au même moment que les Baltajia attaquaient tout le monde dans toutes les villes que nous avons citées. Le Borj, Annaba, Tiaret, Jijel, j'en oublie, hein, Oran surtout, hein. Et nous allons d'abord montrer, tout à l'heure, montrer quelques vidéos d'agression. Sauf que nous avons coupé le son parce que tous les Baltajia usent des mêmes méthodes. C'est-à-dire des mots très grossiers, très vulgaires, et généralement à l'endroit des femmes, parce que les femmes sont devenues une sorte d'archétype de la révolution, pour les décourager de... Ça veut dire qu'elles ont été ciblées. Ils ne veulent plus de femmes parce que l'image de la femme dans les manifestations est devenue très gênante pour le régime. Je vous laisse débattre, discuter. Qui se lance? La vidéo, les bruits de fond, je ne sais pas ce que c'était des coups de feu, est-ce que Non, c'était non, tourné c'est un bruit de machine ou de quelque chose comme ça. En tout cas, c'est... Je suis plus d'avis à... c'est pas naïf, c'est pas naïf, c'est petits coups. Peut-être que ça voulait imiter, peut-être, oui, ça voulait imiter les coups de feu, peut-être. Ça voulait imiter les coups de feu ou ça a été tourné à côté d'un champ de tir. Non, non, c'est pas des coups de feu, je vous confirme. Ah ouais. Non, non. En tout cas, il y avait ce bruit de fond. Vous avez aussi fait la bonne remarque de dire que les drapeaux sont tout neufs, donc ils venaient d'être livrés et dépliés. Et puis, c'est mesquin. Ce genre de méthode, c'est mesquin. Ça se voit directement dès qu'on voit l'adresse, on sait qui
qui est l'expéditeur du message. C'est une manipulation de personnes très malveillantes et qui veulent aussi, parce que ces Baltadjia, notamment à Borj Bouarerich par exemple, il y avait aussi, en accompagnement de la violence verbale et physique, il y avait aussi une violence, on va dire, raciale et régionaliste. Parce que le but de ceux qui ont actionné le levier des Baltadjia à Borj Bouarerich et dans d'autres wilayas, c'est justement d'appeler à la vendetta, c'est-à-dire d'actionner, de réveiller le sentiment de vendetta. Par exemple, on sait très bien qu'à Borj Bouarerich, il y a aussi des Kabyles, des Amazirs. Il y a des Harouches Kabyles, des Amazirs. Du côté de Ja'far. Voilà, tout ça. Et donc, à un certain moment, leur souhait, c'est quoi? C'est que ces Harouches-là, ces Kabyles, ou à Annaba ou à Betna, les autres Harouches, des personnes qui ont été agressées, vont répondre par la violence. Et d'ailleurs, il y a même d'autres vidéos qui circulent où certaines victimes appellent de manière consciente ou peut-être se sont fait manipuler, appellent à la vengeance. Oui. D'ailleurs, la vidéo s'appelle « Œil pour œil ». Voilà, et la vidéo s'appelle... Oui. Voilà, tout à fait. Donc leur but, c'est ça. Le but, c'est de mener les gens vers la guerre civile, vers le chaos. Et comme ça leur permettrait d'asseoir à nouveau leur autorité, soit sur une déliquescence de l'État qui justifierait des solutions sécuritaires, c'est-à-dire on sort de la situation contestataire dans laquelle nous sommes, parce que quand même depuis 10 mois, c'est une situation politique. Oui. On a le peuple, une majorité du peuple qui s'est constituée de facto comme force d'opposition politique à un régime, et de l'autre côté, on a le régime qui essaye de répondre politiquement. Toutes ces propositions, en fait, ont été des manipulations, des tentatives mesquines de manipulation qui n'ont pas réussi, donc il n'a rien obtenu politiquement. Et d'ailleurs, le dernier coup dur qu'il a essuyé, c'était le 23 et le 27. Rappelons bien que le 23, le jour du décès de Gaïd Saleh correspondait quand même avec la manifestation des étudiants le lendemain, il y avait aussi la commémoration de l'anniversaire du décès de M. Aït Ahmed. Et le vendredi 27, c'était Al-Marham Abban Ramdan aussi. Et donc, là, on a vu quand même que la rue a réhabilité ces deux personnages parce qu'on a vu leur portrait partout. Oui. Et donc, le régime a essuyé un coup dur parce que toute sa propagande depuis 1962 consistait quand même à écarter ce genre de personnalité historique de l'histoire politique qui a été faite, écrite autour des personnalités du FLN. Et surtout du FLN post-indépendance, pas le FLN historique de la guerre d'indépendance, le FLN post-indépendance, à partir des figures Ben Bella et puis surtout à partir des figures de Boumediene et compagnie. Et donc, le peuple, politiquement, est en train de gagner. Il a aussi gagné la bataille diplomatique. Maintenant, à l'international, tout le monde sait que le président désigné, Abdelmajid Tebboune, n'est pas légitime, n'a pas été élu par la majorité des Algériens. Tout le monde parle de fraude. Il y a même un journal allemand qui a titré que le régime algérien mériterait le prix Nobel de la fraude. Oui. Et il y a aussi des journaux américains, anglais, qui ont parlé, qui ont dit que l'homme fort, après le décès de Gaïd Salah, que l'homme fort, le véritable président de l'Algérie, est décédé. Et ça, c'est un camouflet pour le président désigné. D'ailleurs, même ses funérailles ont tout fait pour montrer que c'était lui le chef de l'État. Tout à fait. Il a eu excuse-moi, Karim, si tu reprends, il a eu des funérailles de chef d'État. De chef d'État, ce qui est, c'est anti-protocolaire. Absolument. Absolument. Et donc, dans tout cela, ce qu'on constate aussi, c'est que la mobilisation reste intacte. Donc, politiquement, le peuple est en train de gagner. Et c'est pour cela maintenant... Et ce spectre de la violence qu'il ne faut pas mépriser, il ne faut pas sous-estimer. Tout à fait. Et c'est pour cela que maintenant, puisque le régime politiquement a fait faillite, n'a plus de figure, n'a plus de solution, n'a plus de figure pour porter. Quand par exemple Tebboune appelle à une nouvelle Algérie, qui va la porter? C'est lui, du haut de ses 75 ans. Et aujourd'hui, on voit la désignation d'un Premier ministre recyclé.
de l'époque de Zerouel et compagnie, qui lui aussi dépasse, il a combien, je pense que plus de 70 ans aussi. Non, il est jeune. Il est né en 65. Il est né en 55, je crois. Il est jeune. Voilà. Il est né en 54-55. Oui, comme ça. Donc il doit avoir... Oui, ça ne fait pas aussi très très jeune par rapport à une nouvelle Algérie. On va dire on peut laisser passer. Voilà, tout à fait. On peut laisser passer. Mais donc c'est pour cela maintenant, le régime essaye d'activer le levier de la violence et sous ses formes les plus sordides, c'est-à-dire en s'appuyant sur une violence de Baltadjia recrutée dans les réseaux de délinquants vraiment, c'est-à-dire de recel, de vente de drogue, et apparemment à Annaba aussi. Les indiques, les vidéos. À Annaba, par exemple, voilà. Ils ont ramené les anciens Baltagiens de Tléba. Parce qu'ils sont connus à Annaba. Tout le monde les connaît. C'est des gens qui font du culturisme. Là, un réseau de boîtes de nuit. Voilà, c'est des videurs. Ouais, c'est des videurs de cabaret et tout, qu'ils ont ramenés. Tout Annaba les a reconnus. C'est-à-dire, ils ont été recyclés, ceux-là, vraiment. Ils sont passés de la boîte de nuit, de Tléba, des choses-là, à celle du régime. Et donc c'est pour ça que c'est une expression de plus de son échec. Allez-y. Oui, alors par rapport à la vidéo, là où on voit le drapeau algérien brûlé et en subliminal le drapeau amazigh flotter, tout le monde pense... à juste titre que c'est une manipulation. Ça ne peut pas être le cas. C'est surtout pour montrer jusqu'où ils peuvent aller. Mais ça, ce n'est que les prémices, parce qu'il y a une mise sous conditions psychologiques des populations bien avant. Si on reprend un peu l'histoire, les gens pensent que 63, après le putsch de l'Atlas, après que M. Aït Ahmed ait constitué la FAL avec un certain nombre de ses camarades, que c'était la Kabylie qui était contre. Or non, il y a des tas beaucoup de personnes, dont M. Boubacar Belkaïd, qui était FFS, beaucoup de grandes personnalités du mouvement national étaient FFS. Très peu de gens savent qu'à la veille de la destitution de Boumediene, un accord avait été signé pour le multipartisme entre M. Ben Bella et le représentant de M. Aït Ahmed. Il y a eu l'affaire de Cap Sigli, monsieur. Oui. C'est bien de le rappeler. Hein. Oui. Il y a eu les événements de 80 et la génération de 80, dont plein de camarades. C'est vrai qu'il y avait une revendication identitaire, mais parce que les grands animateurs de 80 pensaient légitimement que ce problème identitaire devait trouver sa solution dans un cadre démocratique. Il y a eu la Ligue des droits de l'homme de 85 animée par Maître Ali Yahya, Mohamed Larbi et tant d'autres. Je me rappelle d'un discours de Chedli qui, dans un discours au comité central, a dit il y a certaines personnes qui veulent nous faire entrer des Ligues des droits de l'homme pour aller au multipartisme. Mais 3 ans après, on y a été. Oui. Toutes ces questions, moi j'ai à dire une chose, au moment où le pays tout entier, où toutes les communautés nationales toutes entières fraternisent, le drapeau amazigh a été socialisé, tout le monde se dit amazigh peu ou prou, tout le monde ne nie pas que le peuple algérien est amazigh avec de l'influence de tout ce qui est passé sur nos terres, des Phéniciens aux Carthaginois, enfin pareil. On est des Algériens. Et ce qu'il y a de dramatique, c'est que ce pouvoir use de manière abusive des clivages là où il n'y a pas de problème. Il peut y avoir des différences d'approche, il peut y avoir des différences politiques, il peut y avoir dans l'anthropologie de chaque groupe social qui constitue notre grand pays des différences. Bien sûr. Il n'y a aucun souci. Mais elles trouveront légitimement leur solution dans un cadre politique. Absolument. Et moi, je dis souvent, le peuple algérien, pour avoir été longtemps chassé, pourchassé, assassiné, déculturé, acculturé, doit connaître aujourd'hui toutes les ruses du chasseur. Ouais. Et j'ose espérer que tous les Algériens comprendront que seule notre unité, notre force, dans ce cadre du Hirak, parce que moi je suis intimement convaincu de la mise en perspective du Hirak, va se transformer en autre chose. Je ne suis pas là à dire ce qu'il faut pour que ça puisse être dynamisé, mais je suis intimement convaincu qu'on ne doit pas tomber dans ce piège. Il nous attire sur le terrain de la violence, et comme par hasard, monsieur et de la division. De la division, et comme par hasard,
ces histoires de Zouev, ces histoires de Kabyle. Moi, je dis une chose, moi je suis berbère, je suis kabyle, moi je sais ce que la Kabylie a donné au mouvement national, je sais ce que les Chaouis ont donné au mouvement national, je sais ce que la Wilaya a donné au mouvement national. Tout le monde connaît notre histoire. Ce que tous les Algériens ont donné. Mais là où je dis souvent, M. Benchelouf, on doit se réapproprier notre propre histoire. Il faut qu'on la dise de manière apaisée. Qui a fait qui a fait quoi. On a besoin de ça pour retrouver un socle commun. Oui. Alors, Yahya Bonouar, sur cette question. Oui, bien, il faut se mettre à la place du régime pour essayer de comprendre ce qu'il fait. Le régime est face à un échec total. Le régime a promis des élections qui mettraient fin à ce qu'il appelle la crise. Il a organisé ces élections en force, mais l'élection n'est pas passée. Le jour même des élections, les Algériens sont sortis dans la rue et ont fait échouer cette élection. Ils ont fait une investiture de leur président. Pas un chef de l'État, pas un chef de gouvernement, pas un ministre. Échec total. Imaginez une investiture où il n'y a pas les étrangers qui ne vous reconnaissent pas. La mort de Gaïd Saleh, ils l'ont utilisé jusqu'à l'usure. Et puis 2 jours après, les Algériens ressortent. Et le lendemain de sa mort, de l'annonce de sa mort, les étudiants sont sortis. Et donc ils sont dans l'échec total. Et on le savait, vous l'avez dit dans votre introduction, que quand ils auront joué toutes leurs cartes, eh bien, il leur restera la violence. On y est, ça c'est une première étape, je suis d'accord avec Idil. Ils n'ont pas osé, et ils ne peuvent pas pour l'instant utiliser directement les forces de l'ordre, police, gendarmerie. Ils utilisent évidemment la police politique qui surveille et jette les gens en prison, mais ils ne peuvent pas utiliser la violence ouverte par la police et la gendarmerie, même s'ils ont essayé un petit peu, parce que le monde entier témoigne du pacifisme des Algériens, ils ne peuvent pas le justifier. Et donc, ils ont utilisé hier les Baltagia. Personne ne peut croire que c'est venu comme ça, de la même manière, dans plusieurs villes, avec les mêmes insultes, les mêmes mots d'ordre. Donc tout ça est organisé par la police politique. Et l'étape d'après, ils n'ont pas le choix, ça va être d'utiliser la violence légale, en disant que, voilà, il y a des affrontements entre les pour et les contre, et on va arrêter tout ça. Et donc, on a évidemment, on a les moyens de, encore une fois, ne pas tomber dans le piège. On a les moyens de les mettre en échec, comme cela a été fait depuis 10 mois. Ils ont tout utilisé, on a parlé de l'emblème, on a parlé de tout. Et donc, cette révolution a les moyens de ne pas tomber dans le piège et de les mettre en échec en gardant son pacifisme. Pas tomber dans le piège, éviter à tout prix de la violence, parce que la violence va vider les rues, et leur principale préoccupation, vider la rue. Ça fait 4 mois. Tous ceux qui parlent au nom du régime n'ont qu'un mot à la bouche: vider la rue, vider la rue, vider la rue. La violence va vider la rue. Et alors, donc, on doit absolument éviter de tomber dans le piège de la violence, éviter de répondre, éviter de, votre invité l'a dit, la vengeance, et ainsi de suite. Ne pas tomber dans le piège, rester dans le pacifisme, et les rues ne se videront pas. Alors, Idil, vous vouliez dire quelque chose avant que... Je suis totalement d'accord avec M. Bonouar. Le souci, c'est que nous ne sommes pas arrivés encore au stade à régler nos différentes politiques de manière politique. Il est inconcevable, au moment où le monde entier a les yeux figés sur notre société, qu'on puisse utiliser de telles méthodes pour disqualifier toute une révolution. C'est quelque chose d'inimaginable. Et si le pouvoir pense créer des problèmes en stigmatisant une région particulièrement, ou le centre, et en plus, si vous remarquez, ils sont en train de ghettoiser l'Algérois, Kabylie comprise. Oui.
Et dans les territoires où ils n'ont pas beaucoup de tradition de lutte, où il y a des phénomènes très lents, ils sont pris en otage. Et qui commencent à se libérer de le carcan. C'est pour ça que ça inquiète. Tout à fait. Je suis extrêmement heureux qu'il y ait des manifestations à Adrar, à Illizi et un peu partout. Ouais. Ce qui prouve que dans l'espace, tous les Algériens sont unis pour un changement de système. Et quand vous voyez M. Tebboune dire lors de son investiture qu'il tend la main, je vais dire une énormité, qui tend la main au Hirak, ça me rappelle le général de Gaulle quand il voulait tendre la main. Ouais. On ne peut pas tendre la main et utiliser autant de moyens de répression. M. Benchou, vous l'avez dit dans votre édito, je suis désolé de prendre 30 secondes de plus, en parlant de la présence féminine qui a apaisé le Hirak, qui a éduqué le Hirak, qui a mis à distance tous les exaltés et toutes les personnes qui n'étaient pas féministes. Et qui a donné une leçon de courage. Donné une leçon de courage. Et la mise sous condition psychologique que le pouvoir utilise pour mettre les populations dans une espèce de terreur afin qu'elles ne sortent plus, je suis intimement convaincu que ça va produire l'effet inverse. Je l'espère. Alors, avant de poser la question, pourquoi le régime fait-il cela ? Est-ce pour créer un climat d'insécurité qui puisse lui permettre d'instaurer un état d'exception et donc de donner la troupe éventuellement, de faire sortir l'armée? Est-ce pour réellement, sachant que c'est pas possible qu'il puisse rester, de créer un chaos qui lui permettrait de partir tranquille, c'est-à-dire où il n'y aura plus personne pour le poursuivre éventuellement? Je vais vous poser la question, je vous demanderai d'y répondre. Oui. Mais nous allons d'abord voir quelques images de ces baltagias d'un peu partout. Dans certaines, nous avons dû couper le son parce qu'ils utilisent tous le même mot ordurier, généralement à l'endroit des femmes, parce qu'ils connaissent. Vous l'avez bien signalé tout à l'heure. Voilà, oui, donc nous allons voir quelques images. Et il y a beaucoup d'images de scènes comme ça, de baltagés qui jettent des cailloux, des pierres, des boulons même, qui ont agressé des gens à l'arme blanche. Allez, je ne parle pas des mots vulgaires, des coups de poing, j'en passe. Alors, d'après vous, pourquoi Qu'est-ce qui est recherché? Moi, ce que je voulais dire, c'est observer quelque chose. 44 semaines, 44 vendredis. 45, non. Parce que celui-là, c'est le 45e, c'est là où une partie de la violence s'est exprimée. 44 vendredis, des marches à millions, comme vous l'avez si bien dit dans votre édito, M. Benchenouf, il n'y a eu pratiquement aucune incivilité à noter. Ouais. Comment se fait-il qu'au 45e jour, dans un contexte et un environnement national où il y a eu une élection illégitime de M. Tebboune, le décès de M. Gaïd Salah, comme par miracle, la violence est venue s'installer. On a remarqué là, et on a pu l'entendre, il y avait des personnes qui criaient « Tahya al-Gaïd ». Ils sont libres de crier « Tahya al-Gaïd », ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Mais moi, c'est la temporalité et ce 45e vendredi où le pouvoir a usé d'une méthode, pour moi, c'est des fascistes. Parce qu'ils savaient que le V45, comme le vendredi 45, allait être une réponse
aux funérailles de Gaït Saleh. Tout à fait. Le but, c'était ce. Le but, il a été aussi pensé et réfléchi, même dans des laboratoires. Il a été élaboré, moi je suis entièrement d'accord. Il a été élaboré parce qu'on a quand même une temporalité. Il y a une temporalité, c'est la même, avec le mot d'ordre qui est le même. Et les deux événements. L'élection et le décès. Distribution des psychotropes partout. La fameuse Madame Bleue qu'ils utilisaient pendant le terrorisme. Je m'en souviens, tout à fait. Et donc le but, c'est en analysant le but qu'on va voir aussi quels sont les moyens de réponse qui sont à disposition du Hirak. Le but, comme on disait tout à l'heure, c'est d'empêcher la jonction. Mais quelle jonction? Il y a une jonction, parce que là on voit que le Hirak, toute sa force était dans deux types de jonctions, ou une jonction à deux vitesses. Une jonction horizontale dans l'espace et une jonction verticale dans la société. La jonction horizontale dans l'espace, c'était la transmission, c'était ce qu'on appelle en arabe, et ça m'a plu quand j'ai entendu un sociologue parler de ça, c'était le hirak al-jiwari, c'est-à-dire le voisinage. Le voisinage, c'est-à-dire de proximité. Hirak de proximité, c'est-à-dire on avait quand même à l'intérieur, déjà on a des régions plus politisées que d'autres. Ces régions-là, progressivement, ont transmis, étaient en train de transmettre tout le savoir militant. Par un effet domino. Voilà, et ça se passe dans l'espace. On a même vu, par exemple, des militants avec forte influence à un certain moment quitter Alger pour manifester à Djelfa, pour manifester dans les autres wilayas, qui étaient un peu moins politisées et un peu moins et plus acquises pour le régime. Donc, ils voulaient d'abord frapper cette jonction horizontale qui se fait dans l'espace de l'Algérie entre les différentes villes, en jouant sur la fibre régionaliste. Et le deuxième, ce qui est encore plus dangereux, c'est d'empêcher la jonction verticale. Pourquoi? Parce que ce Hirak, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé quand même une jonction verticale entre la vraie élite de la société et les autres couches de la société. Et c'est pour ça, par exemple, on parle aussi de l'école du Hirak, Madrasat al-Hirak. C'est-à-dire que dans ces marches, par exemple, on voit que des universitaires, dont je connais vraiment beaucoup, des universitaires très très respectés et respectueux, sont dans les marches. On voit les femmes, les mères de famille. Par exemple, à Annaba, une des figures qui a été prise à partie par les voyous, c'était, j'ai oublié son nom malheureusement, mais c'est un oustaz, c'est un enseignant très connu, une des figures emblématiques du Hirak à Annaba, qui a vraiment travaillé sur la sensibilisation, très respectée par les jeunes. Et donc on veut frapper quand même cette jonction verticale. C'est du ciblage. Absolument. Comme ça, on va détacher un peu le Hirak de son élite, de droit. Briser, comme vous disiez, la jonction verticale et la jonction horizontale par le régionalisme, c'est-à-dire on isole le centre et certaines régions, et verticalement dans la société, on va couper la base populaire du Hirak de son élite reconnue, qui sont, on va dire, des militants plus formés, certaines figures universitaires, certains journalistes, certains artistes. Et d'ailleurs, quand on voit l'usage des mots crus à l'égard des femmes, pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'Algérien est sensible, est plus sensible à la violence, est très pudique et très sensible à la violence verbale. Et donc on sait très bien que les femmes algériennes, si elles entendent trop de vulgarité, elles ne reviendront elles pas à sortir. Donc le ils but, ont tapé là où il fallait. Ils veulent, donc s'ils arrivent à empêcher cela, la jonction verticale puis la jonction horizontale, ça pourrait nuire au Hirak. Et c'est là qu'on voit après la possibilité de réponse, c'est que déjà, moi je suis convaincu que le Hirak, parce qu'il y a une énorme intelligence collective qui va fonctionner. Ça commence déjà à fonctionner. Il y a certaines figures déjà qui commencent déjà, les appels au calme se sont multipliés. Il y a même maintenant des pétitions qui circulent sur Internet. Et puis, je pense que cette fois-ci, cette violence qu'ils ont occasionnée va être une chance aussi pour nous, comme a dit Daïdir, de commencer à penser sérieusement à ce que réellement nous unit et à ce qui nous sépare, et à commencer à travailler politiquement et sociologiquement parlant, à voir qui nous sommes réellement, parce qu'on parle d'unité, c'est très bien. À un certain moment, maintenant, cette unité est mise à l'épreuve. Silmiya est mise à l'épreuve, à rude épreuve. Et donc, c'est à nous maintenant, c'est à tout le Hirak, à tout le peuple du Hirak, d'être responsable et d'apporter son apport. Chacun est responsable, peut apporter son apport d'abord sur le plan régional, c'est-à-dire, par exemple, là où la il région, se trouve. Là où il se trouve, voilà. Ils envoient des messages positifs pour les autres régions, pour détruire ce mythe de Zouave, ce mythe de séparer les régions, de régionaliser l'Algérie.
Et aussi sur le plan vertical dans la société, maintenant, c'est à chacun de jouer son rôle. Les femmes doivent être, à mon avis, encore plus présentes, faire plus que ce qu'elles ont fait avant, parce qu'on sait très bien que si la Silmiya a réussi, c'est parce qu'il y avait un apport, il y avait une présence et un apport, parce que moi, j'ai reçu certains messages de femmes qui donnaient carrément des directives à leurs enfants. C'est-à-dire, mes enfants, vous allez sortir, on va venir avec vous, vous allez faire ceci, ne dites pas... Donc, ce travail-là qui se fait dans la famille, qui se fait dans le quartier, qui se fait dans le village, est très important. Et ça s'appelle une révolution. Et ça s'appelle la révolution et surtout le changement d'une société qui naît. Alors, Edir, avant de vous donner la parole, nous allons voir une photo d'abord, et puis nous allons voir la réaction de Bjaya en soutien aux régions qui ont été attaquées par les Baltajia. Puis nous verrons un monsieur qui, au nom de la religion depuis la Mecque, nous envoie un message. Nous allons les voir les trois, l'une après l'autre. هذا بلطجي officier supérieur. بلطجي بالكاسكيطة تاع لا بوليس ولا تاع l'armée ولا ما تعرفش. C'est l'armée, l'aviation. L'aviation, voilà. Avec le blason sur au-dessus de la jugulaire et les lauriers sur la visière. Alors, je vous donc la vidéo تاع بجاية بوجي qui apporte son soutien. يسحب الحراك نصيحة من خوكم اليوم الجمعة ما تخرجوش القايد الله يرحمه مات فجا شنقريحة ما يعرفش الرحمة قال لك يتيمم بالسلسلة تاع لافام يسبح بالسلسلة تاع لافام ويتيمم بالقرونات فقد أعدانا من أنذر أنا راني في بيت ربي راني نقولكم لوجه الله يا خاوتي كل واحد يشد دارو أنا عندي معلومات صدقوني من النهار لقدام اللي يغلط يخلص شنقريحة يشنقرح قال لك شنقريحة يشنق لي فيهم الريحة ردوا بالكم فقد أعذر من أنذر اليوم رانا الجمعة روحوا تدوشوا اقراوا سورة الكهف صلوا صلاتكم ادوا وليداتكم نهار يكون مشمس روحوا تحوسوا وقتيكم البوليتيك هذه زعما حراكم الحراك امير ديزاد هذا لا يهضر يقول لكم باللي يدير تغيير هذه بارطاجيت واحد الفيديو ما يفرقش بين فريت اومليت بالبيض جيت دير تغيير جنب بربيه زيطوط انت كنت شوفير في القنصليه تاع ليبيا حبيت تجي دير تغيير في الجزائر يا والجزائر لاباس بها يا زيطوط الله يعطيك ضربه ربانيه ان شاء الله راني في بيت ربي راني في بيت ربي زيطوط وامير ديزاد وعبدو السمار وكاع الخونه اللي خانوا البلاد واللي باعوا البلاد الله يعطيكم ضربه ربانيه الله ياخذكم اليه اخذ عزيز مقتدر تحيه الجيش تحيه الشرطه تحيه الدرك تحيه الحمايه المدنيه وتحيه حماة الوطن تحيه الاحرار وتحيه الاحرار وبارك الله فيكم وبارطاجيو هذا الفيديو الماكسيموم. Alors, mon cher Edir, commentaire de ça ou la question... C'est-à-dire le commentaire, je préfère commencer par les belles choses qui nous fraternisent, qui nous parlent d'amour, de fraternité entre nous tous. Je préfère retenir le panorama de Béjaïa. Quant à cet imam qui se retrouve sur un des deux lieux saints de l'islam... On ne sait pas si c'est un imam. Hein? Non, cet individu, j'ai dit, excusez-moi. C'est un gars qui se prétend tel, mais bon. Sur les deux lieux saints de l'islam et avoir ce langage ordurier, quoi lui dire même pas. Il doit avoir, comme je l'ai dit souvent, un quotient intellectuel de moule. Voilà. De méduse peut-être. C'est la méduse qui n'a pas de cerveau. Voilà. Pour revenir à ce que disait Karim tout à l'heure... Pourquoi ce régime tente-t-il de provoquer cette violence? Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Il a bien un but. Il ne peut pas provoquer un truc aussi vaste sur toutes les villes dont il veut qu'elles fassent jonction entre elles
Pourquoi fait-il ça? Vous savez, M. Benchou, je vous en souvenez plus, mais moi je m'en souviens, il y a plus d'1 an et demi, sur votre plateau, j'avais dit que nous allons entrer dans une stratégie de la tension avec ce système. J'ai dit, cette stratégie de la tension, si le pouvoir se sent un peu affaibli, il va nous emmener vers la stratégie de l'affrontement. Et j'avais même dit une chose, et je me suis trompé, et je reconnais m'être trompé, quand j'ai dit, si on va vers la stratégie de l'affrontement, aucun réceptacle ne pourrait contenir la violence à venir. Par contre, on est dans la paix, on est dans la silmiya. Eux, probablement, leur dernière cartouche, ils ne peuvent user que de cette cartouche, c'est nous emmener vers la violence, qui pourrait justifier, même pas un état de siège, un état d'exception, qui pourrait servir à redéfinir le système dans les mêmes pratiques, mais peut-être avec quelques petites ouvertures, sans plus, mais garder le pouvoir. Le pouvoir maintenant, et puis là on se trompe un petit peu quand on attaque M. Tebboune. M. Tebboune, pour moi, n'est pas attaquable. À partir du moment où le Hirak estime et juge en son âme et conscience qu'il n'est pas légitime, pour nous c'est une variable d'ajustement. Par contre, le véritable pouvoir, c'est encore le cœur nodal de l'armée. Comment négocier avec l'armée, mais faudrait-il que le Hirak se sente plus fort, rentre en dynamique aussi plus forte, pour essayer, autant que faire se peut, négocier le départ de l'armée des affaires publiques. Mais l'armée refuse de négocier. Mais l'armée ne négociera pas. Maintenant, c'est au Hirak lui-même, on n'a pas lui donné son modus operandi. Comment va-t-il faire avec cette massification? Comme le disait Karim, c'est justement tout à l'heure, il commence à sécréter quelques élites ici et là. Ils vont peut-être aller vers un congrès national algérien où toutes les questions vont être posées, discutées, établies, formatées, et après pouvoir aller négocier. Parce qu'après, là maintenant, M. Benchenouf, on a deux voies. Soit reconnaître M. Tebboune et négocier avec M. Tebboune, soit se dire M. Tebboune n'est pas légitime, donc je dois négocier avec l'armée. C'est les deux voies qui nous restent. Maintenant, c'est au Hirak lui-même, à sa sève, à ses cadres qui vont émerger, qui auront la décision et de dire quelle direction aller, dans quelle direction aller. Yahya Bounoir, pourquoi le régime fait-il cela? Quel but recherche-t-il? Quelle situation veut-il créer? Je l'ai dit tout à l'heure, leur principale, si ce n'est leur unique préoccupation, c'est de vider la rue, que les gens rentrent chez eux. Non, mais en plus de cela, qu'est-ce qu'il veut obtenir comme, j'allais dire, comme répercussion? Par exemple, créer une situation d'insécurité pour créer un état d'exception, réellement provoquer une guerre entre les civils. Qu'est-ce qu'ils cherchent comme objectif? Ils ne pensent pas comme ça. Pour eux, vider la rue, c'est tout ce qui les intéresse pour dire au monde, voilà, le Hirak est terminé, on est passé à autre chose. Ils l'ont fait avec les élections, ça n'a pas marché. Ils l'ont fait avec l'investiture, ça n'a pas marché. Ils l'ont fait avec le décès de Gaïd Salah, ça n'a pas marché. Ils le font depuis 9 mois, ils ont tout essayé. Vider la rue, vider la rue, vider la rue. Et en face, eh bien, il y a... moi, j'ai vu, comme vous, les vidéos des manifestations hier à Alger, dans les villes. Et quand je vois la détermination des gens... je ne perds pas espoir. Hier, les Algériens, pas l'administration, pas les historiens, le peuple algérien a réhabilité Abdel Ramdan. Et de quelle manière? C'est magnifique. Tout ce qu'ils racontent depuis 62, l'histoire, fausse histoire qu'ils écrivent et qu'ils enseignent à nos enfants. Hier, les Algériens l'ont jeté à la poubelle en réhabilitant Abban. Et ainsi de suite. Ils veulent vider la rue. Nous devons rester dans la rue. Et ils ne tiendront pas. Parce que pour eux, tout devait s'arrêter le 12. Eh bien, nous sommes le 28. Hier, c'était le 27. Et 2 millions d'Algériens étaient dans la rue. Et ça continuera. Demain, la diaspora, et notamment à Paris, ils ne pourront pas tenir, ils font semblant. Alors, Yahya, avant d'arriver à une question justement que je voulais poser sur la suite des événements, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, je voulais vous poser une question. Hier dans l'émission d'hier, nous avions évoqué cette situation au sein de l'état-major, enfin de tout le haut commandement
où il y a une sorte de deux sensibilités. En fait, une sensibilité de faucons, de durs, qui sont en train de dire pas de négociation, on ne veut rien savoir, c'est nous les patrons, on le reste, celui qui bouge, on le casse, est prêt à utiliser tous les moyens. Et il y a une sensibilité, une aile dans ce haut commandement qui penche plutôt pour le peuple, qui a peur pour son pays, qui sent que leurs camarades sont en train de suicider tout le pays, et qui donc tous attendaient ce vendredi 45, d'après les funérailles de Gaïd Saleh, pour les colombes, j'allais dire, les gens qui sont du côté du peuple, attendaient un signal fort de tout le Irak pour pouvoir s'imposer à l'aile dure. Est-ce que ce n'est pas justement pour cela que l'aile dure a organisé cette formidable attaque des Baltajiya et des gens qui les ont accompagnés contre le Hirak? Ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé aujourd'hui nous révèle que c'est l'aile dure qui l'a emporté. C'est l'aile dure qui a décidé de ce qui s'est passé hier. Ils auraient pu l'arrêter, ils se sont réunis la nuit du jeudi au vendredi. Même s'ils avaient préparé les Baltajiya, ils auraient pu donner l'ordre le matin de renoncer. Donc l'aile dure l'a remporté. Et on a vu aujourd'hui avec la nomination du nouveau Premier ministre, qui n'était pas la préférence de Tebboune, ils étaient sur une autre option, et finalement l'armée a imposé M. Djerad, qui est un homme des services, un homme de la DCSA. C'est quelqu'un qui travaille depuis des décennies avec les services secrets algériens, et donc les services secrets sont entre les mains de l'armée et de l'état-major, et donc la DCSA a imposé Djerad au détriment d'une autre personne qui avait un profil plus ouvert et qui aurait pu être accepté plus facilement par la rue. Donc le message d'hier et d'aujourd'hui, ce sont ce que vous appelez les faucons qui l'ont emporté. Pour l'instant, ils l'ont emporté contre l'autre clan un peu plus gentil ou un peu moins méchant, mais il y a l'élément le plus important, c'est le peuple algérien dans la rue, et s'il poursuit sa mobilisation pacifique, s'il évite de tomber dans les pièges et qu'il évite les écueils, la rue finira par gagner parce qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça longtemps. Le pays est quasiment ingouvernable. Il y a une crise économique, pas qui arrive, on est rentré dedans. La planche à billets tourne à plein. Vous avez vu le plan du gouvernement. Enfin bref, on est rentré dans la crise économique avec une mobilisation populaire, avec un régime illégitime, avec des dirigeants contestés, 2 fois par semaine au minimum. Ils vont essayer, encore une fois, de vider la rue, mais c'est comme vider la mer avec une bassine d'eau. Ils n'y arriveront pas. Tant qu'on garde notre pacifisme et notre selmia, ils n'y arriveront pas et ils finiront par céder. Alors, Edir, avant de vous poser la même question, je voudrais juste préciser qu'effectivement, hier, ça a été une formidable réhabilitation de notre compatriote Barandan. C'est incroyable comme le peuple a su rendre justice à l'un des siens, 62 ans après son assassinat, d'une manière magistrale, dans tout le pays. Mais il faut aussi dire que ce peuple est tellement généreux, tellement reconnaissant, tellement avide de justice qu'il a aussi rendu justice à d'autres personnes hier. Il a rendu justice à Boudiaf, dont on a vu les... Il n'a pas rendu hommage à certains, dont je ne dirai pas le nom, parce qu'ils sont décédés. Mais là, voilà. Mais il a rendu un hommage vibrant à Boudiaf et à Hachani. C'est ça qui m'a beaucoup... Ça veut dire des gens qui étaient dans des trottoirs différents, j'allais dire. Dans des oppositions clivantes. Eh bien, hier, le même peuple a rendu hommage aux deux, parce que les deux, chacun dans ses positions, ses attitudes, chacun des deux était sincère. Et donc, ils ont reconnu, le peuple a reconnu les siens. Mais donc, je voulais revenir à vous. Oui. Pourquoi, et dire, qu'est-ce qu'il cherche vraiment, ce régime, à travers cette attaque en règle des Baltajiya et de cette division qu'il est en train de mettre en place? Je crois qu'Yahya a bien résumé les choses en disant qu'il faut qu'il vide la rue. Il vide la rue de son essence, dans son sens sociologique. Et la rue ne partira pas, ce n'est pas possible. Il faut dire aussi que c'est l'état-major, et à travers l'état-major Gaïd Saleh qui a amené le pays dans une impasse historique. Rappelez-vous, quand on disait sur le plateau, un compromis historique peut être construit.
le départ de l'armée du champ politique doit être négocié. La restitution des institutions avec des élections libres, transparentes, honnêtes, etc., doivent remettre le politique au centre, le politique et l'humain au centre. Toutes ces questions-là, ils ont fait l'impasse dessus. Je rejoins encore Yahya quand il dit c'est la ligne dure au sein de l'état-major qui a pris le pas. Par contre... Ah oui, c'était la question que je voulais vous poser. C'est la ligne dure. Donc nous avons l'impression qu'à travers ce qui se passe et comment sont traités les manifestants du Hirak, c'est la ligne dure de Gaïd Salah qui est encore présente. Par contre, moi j'ai deux questions qui me posent problème. C'est que M. Tebboune a nommé M. Bourkadoum Premier ministre par intérim. Il a nommé M. Chengriha chef d'état-major par intérim. Vous pensez que c'est lui qui a nommé? Non, peu importe qui. Nous analysons ce qu'on nous transmet pour lire. M. Chengriha par intérim, il y a une lecture à avoir. Moi, ça me pose question. On sait que dans la tradition de l'armée algérienne, le chef des forces terrestres passe mécaniquement chef d'état-major. Si ça nous pose problème, est-ce que ça veut dire que le commandement militaire, le haut commandement militaire élargi, tel que vous l'avez suggéré tout à l'heure d'ailleurs, s'est dit, bon, on le met simplement par intérim. Donc ça pose problème pour l'état-major. Ça veut dire qu'il n'y a pas un vrai consensus. Ça veut dire qu'il n'y a pas un vrai consensus. Maintenant, il faut attendre quelques jours pour savoir s'il va être conforté dans sa nomination qui serait effective, ou alors il y aurait un autre chef d'état-major. Toutes ces questions-là, et ça renvoie aussi à ce que vous avez suggéré, les colombes et les faucons. C'est à ce moment-là où ça peut se jouer. Alors, Karim, justement, Colombe et Faucon, est-ce que, comme vient de le dire Idir, est-ce que cette histoire de baltagia et de flambée de violence qu'ils ont, j'allais dire, superbement bien organisée, est-ce que ça ne procède pas de ça? Parce que tout le monde attendait le V45, le vendredi 45, pour les colombes de haut commandement, les gens, les pacifistes, ceux qui sont du côté du peuple, attendaient un vendredi très fort pour pouvoir s'imposer à l'aile dure de l'armée. Est-ce que ça n'a pas été fait exprès pour ça, pour casser ce vendredi 45 et ne pas le laisser devenir un moyen entre les moyens de ceux qui sont du côté de leur peuple? Tout à fait, oui. Il y a une lecture possible dans ce sens, dans la mesure où, comme l'a bien précisé Daïdir, que Saïd Chengriha, pour l'instant, est nommé par intérim. Oui. C'est-à-dire que les chambres ne sont pas encore... on se pose question, ce n'est pas encore acté, ce n'est pas définitif. Donc, on se demande ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir. On sait qu'il y a des tensions, qu'il y a des courants. Et peut-être que le courant le plus violent voit une ouverture et essaye justement de montrer son savoir-faire, sa capacité à, entre guillemets, vider la rue de son contenu. Voilà, franchement, bien trouvé par notre ami Bounouar. Et donc, veut faire une démonstration de force et dire que, voilà, il y a une méthode pour gérer la rue, nous on peut le faire. Voici une démonstration, on vous donne un exemple ce vendredi, et d'ailleurs il y a des appels à la violence pour les prochains vendredis et les prochains mardis qui sont lancés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont relayés systématiquement par de la propagande médiatique et tous les doctoraux maboules du régime. On voit la célèbre docteur, pour ne pas citer son nom, celle qui a fait son doctorat en France avec l'argent du contribuable algérien et des Algériens, et qui se prétend être médecin, sociologue, beaucoup de choses. Elle fait souvent, elle embellit les plateaux de l'UNTV, et qui a posté sur son compte Facebook, qui a dit, voilà, vous allez goûter un peu, c'est à votre tour maintenant, vous les zouafs, de goûter un peu à la violence. C'est incroyable, et c'est décomplexé. Tout à fait. Ils sont décomplexés. Ils parlent de zouaves normalement, le plus normalement du monde. Et surtout des appels à la violence. Et par cette personne-là, pour ne pas la citer, Ebtissam Hamlaoui, j'aimerais bien un jour la voir au téléphone pour nous apporter ces éclairages. Voilà, sur ça. Quand on voit Docteur parler de cette manière-là, on s'étonne. Et c'est public. Désespère, franchement, moi je désespère. Façon de parler. Voilà, façon de parler peut-être. Voilà, on désespère, façon de parler. Voilà, c'est ça. Mais, et c'est fait publiquement, c'est diffusé publiquement et dans l'impunité totale. Et le comble, c'est que les baltagiens ont été accompagnés par la police. Ah oui, et ce qui est intéressant, ils ont été protégés par la police. C'est qu'il y a des gens maintenant, des militants sincères,
des gens qui sont, même à l'intérieur du régime, des gens, des vrais Algériens patriotes qui aiment l'Algérie, qui sont en train d'établir des listes pour qu'un jour, la justice algérienne se saisira des dossiers de toutes ces personnes qui appellent quand même à une guerre civile en Algérie. Voilà. Ça ne doit pas rester impuni. Mais même par quelle justice? Justement, c'est des listes provisoires pour une justice future d'une Algérie, de l'Algérie de demain. Vous savez qu'on peut regarder dans les archives, c'est des vidéos, c'est fait par vidéo, c'est fait par publication, ces publications sont enregistrées. Elles sont numérisées. Il y a aussi, j'attire l'attention aussi sur le rôle néfaste et indigne de certains journalistes qui sont en train de relayer les appels à la violence. Nous avons vu même le NTV qui a fait un reportage à Oran il y a une semaine pour appeler à chasser les zouaves. À chasser les zouaves. Donc tous ces journalistes-là maintenant sont identifiés, sont connus, leurs noms sont enregistrés et j'espère qu'un jour, ils payeront devant une justice libre qui va les juger pour leurs actes. Parce que leurs actes sont des actes anti-nationaux, surtout, et là il faut apporter cette nuance, surtout dans le contexte actuel, et c'est pour cela que j'adresse un message au haut commandement de l'armée. Je les interpelle parce que la situation, il y a le feu à nos frontières avec la Libye. Oui. Et peut-être qu'ils s'en servent un peu aussi. Hein. Ils vont s'en servir, mais ça n'est pas le moment aussi de laisser les amateurs et les va-t-en-guerre lancer, parce que le travail des Baltadjia, vous savez, un État qui est menacé déjà sur ses frontières, laisser des va-t-en-guerre, des aventuriers des temps modernes, jouer avec les Baltadjia, allumer des foyers de tension, des petits foyers de guerre civile à l'intérieur, alors que on voit sur nos frontières, normalement maintenant, le haut commandement doit être focalisé, concentré totalement sur le plan, comment gérer la crise à nos frontières d'abord, quelle position prendre diplomatiquement, quelle position prendre. À un certain moment, il faudra prendre position. Clarifier la chose. Et surtout, le rôle de l'armée. Est-ce que l'armée, et j'espère que le haut commandement sont en train de nous suivre, laisser la politique pour les politiciens. Le Hirak est un acte politique. Vous leur conscient. Demandez trop, là. On leur dit quand même, pour l'histoire, pour la postérité. Commerce. Parce que je sais qu'il y a quand même des personnes... Je ne parle pas des personnes honnêtes. Je parle de ceux qui ont le pouvoir. Ouais. Mais ceux qui ont le pouvoir, justement, la situation à nos frontières les menace aussi. Oui. À certains moments, il faut être pragmatique. Et il faut être pragmatique. Et là, le rôle, à eux, le rôle constitutionnel, le rôle historique, c'est de s'inquiéter, de protéger nos frontières. Oui. Et de laisser les nationalistes, tous les Algériens, même nous, on n'est pas contre les chiatines. Hein. On les invite même à organiser leur marche. Il n'y a pas de problème. Et à se présenter à des futures élections propres et honnêtes. Propres et honnêtes. Mais s'attaquer à des millions d'Algériens qui sont pacifiques dans la rue, ça, c'est des appels du pied aux interventions internationales. Et ça affaiblit aussi, et ça, c'est la véritable atteinte au moral des troupes. Absolument. Alors, Edir, oui. Ce que je voulais dire, c'est pour compléter ce que disait Karim, c'est que c'est vrai que nous vivons des tensions, et des tensions de nature diverse, d'intensité diverse à toutes nos frontières. Même sur notre frontière de l'Ouest, il ne faut pas croire. La crise libyenne est là. La Turquie a signé 2 accords, même des accords militaires avec la Libye. Le président Erdogan a dit « je vais faire passer ça dans mon Parlement début janvier ». Il n'est pas interdit de penser que certains conseillers soutiennent le régime reconnu par l'ONU. Hein. Je ne parle pas du général Haftar, qui est soutenu par les Saoudiens, par les Émiratis. Et il y aurait, paraît-il, sur des sites spécialisés géomilitaires, qui aurait déjà 3000 combattants russes là-bas. Oui. Comment ne pas s'inquiéter de ce qui se passe à notre frontière est où nous partageons une frontière de plus de 1000 kilomètres. 1200 et quelques. Je ne peux pas vous le dire, mais c'est dans cet ordre-là avec la Libye. Qui nous dit que les combattants que M. Erdogan va nous envoyer ne seraient pas des résidus de on va dire, Daesh? Est-ce que ça va être des brigades internationales? À nos frontières, et notre diplomatie est tâtonne et aphone,
La moindre des choses, c'est que je ne suis pas diplomate. Pourquoi vous avez choisi uniquement Erdogan? Pourquoi vous ne craignez pas l'autre versant? Je parle d'Erdogan qui soutient, oui, mais et les autres aussi. Pourquoi stigmatiser uniquement Erdogan? Non, non, je ne stigmatise pas uniquement Erdogan. Pourquoi le montrer du doigt lui, et seulement lui? Non, je dis une chose, il ne me semble pas avoir entendu Poutine dire envoyer des troupes. Mais Erdogan dit j'envoie des militaires. Vous venez de dire que Poutine aurait envoyé 2000 ou je ne sais pas quoi. 2000 conseillers. Conseillers, ça veut dire des militaires. C'est comme ça qu'on appelle les militaires en armes en ce moment. En armes quand ils sont expatriés. Quand ils sont expatriés. Il y a la France aussi qui joue avec M. Haftar, qui a été reçu 1 ou 2 fois à l'Élysée. Ouais. Mais quel que soit, que ce soit Erdogan ou que ce soit... De toute façon, nous allons consacrer une émission à ça. Oui, parce que ce serait intéressant. Moi, ce qui compte pour moi, c'est la sécurisation de nos frontières. Et comment nous sécuriser et comment nous projeter. Pas plus, pas moins. Alors, Yahya Bonouar, avant d'en arriver à ce dernier volet de l'émission, qui est quoi faire pour éviter de sombrer dans la violence, de nous laisser manipuler, de nous laisser diviser, monter les uns contre les autres, j'aimerais vous poser une question. Moi, ce que j'ai remarqué de la région de nos compatriotes kabyles, c'est que moi, je vois le drapeau algérien infiniment plus nombreux que le drapeau amazigh. Même si moi, personnellement, je ne vois aucun inconvénient à ce que nos compatriotes brandissent des drapeaux qu'ils jugent représenter leur identité, représenter leur source, leur identité matricielle, à côté du drapeau algérien. Mais le drapeau algérien est omniprésent en Kabylie. Comment sont-ils parvenus à ainsi transformer, à faire dégénérer cette image? Ils n'y sont pas parvenus. La preuve, on l'a vu avec les tentatives de violence à Oran et immédiatement la solidarité partout dans le pays, dans toutes les wilayas, y compris en Kabylie. Ils n'y sont pas parvenus parce que l'utilisation de l'emblème amazigh au mois de juin et juillet, quand ils ont utilisé cette histoire, avait aussi pour but de vider les rues. Les rues sont toujours pleines. Ils ont tout échoué. Et c'est pour ça, on revient à ce qu'on disait au début, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils vont directement à la violence, indirectement, parce qu'ils envoient des Baltajiyas et non pas les forces de l'ordre. Vous savez, c'est un régime, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure à propos des faucons, parce que c'est ça le plus important. Je vais vous raconter ce qui s'est passé au mois de juillet. Le 25 juillet, si vous vous souvenez, Ben Salah a reçu Karim Younes et une délégation, et il s'était engagé d'abord oralement devant eux, puis quelques heures après par écrit, avec un communiqué publié par la présidence de l'État, dans lequel il s'était engagé à ce qu'ils avaient appelé les mesures d'apaisement. Et le 29 juillet, il y a eu une réunion du haut commandement militaire qui a été houleuse, mais pendant laquelle ils ont pris une décision qui a été annoncée le 30 juillet par Gaïd Salah, qui avait dit il n'y aura rien du tout, ni libération, ni apaisement, ni ouverture des médias, ni rien du tout. Il avait humilié le chef de l'État. Mais pendant cette réunion, depuis le temps, les gens ont parlé, les militaires n'ont pas refusé les mesures d'apaisement pour les mesures d'apaisement, n'ont pas refusé les mesures d'apaisement parce qu'elles feraient du bien à l'Algérie, mais ils ont considéré qu'ils n'avaient pas d'ordre à recevoir des civils. C'est-à-dire les mesures d'apaisement demandées par le Hirak, acceptées par Ben Salah, ils ont pris cela, ils l'ont interprété comme des ordres venant de civils. Vous savez, quand ils parlent des civils, c'est avec mépris de civils ce que c'est. Et on est dans ça aujourd'hui. À chaque fois que des propositions pour sortir de l'impasse dans laquelle ils sont émanent de la rue, émanent des personnalités politiques, des partis, de tout le monde, ils considèrent ça comme des ordres insupportables pour eux, puisqu'elles viennent des civils. Nous sommes encore dans cette situation-là, avec un commandement militaire qui estime qu'il est de son droit de diriger ce pays, par la force s'il le faut, et que les civils
avec mépris, n'ont pas à se mêler et que eux, en tous les cas, n'ont pas à se soumettre aux ordres des civils, qu'ils soient élus ou... Les civils, ils n'en veulent pas. C'est eux qui dirigent, c'est eux qui connaissent, c'est eux qui comprennent, c'est eux qui sont aux frontières, c'est eux qui s'occupent d'économie, c'est eux qui s'occupent d'industrie. Vous avez vu le nouveau chef de l'État parler de l'industrie militaire. C'est à eux de diriger ce pays et tous les autres, tous les civils, nous sommes des moins que rien. Voilà la situation dans laquelle on est. Et alors, Yahya, maintenant avec cette menace de plonger le pays dans la violence pour des raisons encore obscures, mais qu'on devine très bien, comment faire, selon vous, pour conjurer cette menace? Comment faire pour s'organiser? Certains préconisent déjà de commencer par mettre en place des comités de vigilance au sein des quartiers. Et surtout, je l'ai lu sur Facebook, ça m'a vraiment impressionné. Quelqu'un propose de filmer tous les Baltagia, de les prendre en photo, de les filmer et de transmettre leurs photos à travers les réseaux sociaux, comme vient de nous le dire Karim, pour éventuellement les traduire demain devant la justice, une justice libérée, une justice indépendante. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire, Yahya Bonouar? Un peu tout cela. D'abord, il faut que les gens comprennent que la selmia et le pacifisme, ce n'est pas une tactique. C'est le cœur, c'est l'arme de cette révolution et c'est avec cette arme qu'on va gagner. À partir du moment où on est d'accord sur la selmia, ben, il y a les techniques, évidemment, il y a les filmer et diffuser au maximum pour que leur famille les voit, pour que leurs parents les voient, pour qu'ils ne reviennent pas. Et puis il y a s'organiser, bien sûr, dans les quartiers, mais surtout dans les marches, s'organiser pour protéger ce qu'on a de plus cher, ce sont les femmes. Ce sont les femmes algériennes, c'est la femme algérienne qui a sauvé et qui a porté cette révolution. On doit les protéger, elles doivent sortir, elles doivent rester dans le Hirak. Il faut que les hommes les entourent, ne se battent pas avec les Baltagia, mais protègent les femmes doivent rester dans le Hirak. On aura mardi prochain un exemple, j'imagine qu'ils vont essayer de perturber le mardi, peut-être pas avec des Baltagia, mais avec les forces de l'ordre, ils l'ont déjà fait, hein, ils ont déjà empêché un mardi des étudiants où ils n'ont pas pu marcher, et puis le mardi d'après, tout le monde est venu, il y avait beaucoup plus de monde, et c'est reparti. Donc ce mardi, ils vont essayer d'empêcher et d'interdire la marche des étudiants. C'est le 31 décembre, c'est les vacances, les universités sont vides, il faut absolument que la marche ait lieu, quel que soit le nombre, et puis protéger les femmes, protéger les enfants, protéger les personnes âgées, voilà, et garder la selmia coûte que coûte, encore une fois. Et restez avec nous, Yahya. Alors, restez avec nous, Yahya. Je reviendrai à vous pour une dernière question que nous allons aborder très vite, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. D'abord, avant d'en arriver à la question que je voulais vous poser sur la diaspora. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? De façon pratique, concrète, pour protéger le Hirak, nous protéger des Baltagia et du régime. Ouais, je pense déjà que les gens en Algérie, le peuple du Hirak commence à s'organiser déjà. On a vu Bijaya, l'exemple, on a vu d'autres vidéos d'Annaba, des messages qu'on doit envoyer un peu partout. De la Kabylie, j'attends un geste très fort, parce que je rappelle quand même que même si certains veulent imposer l'emblème Amazigh, soi-disant comme le seul emblème porté en Kabylie, veulent donner cette image, ce qui n'est pas vrai, parce que les Kabyles et toutes les régions Amazigh, les Chaouis, les Mzab, en tout cas, revendiquent leur identité culturelle Amazigh, mais leur citoyenneté algérienne. Voilà, toujours accompagné du drapeau algérien. Et je rappelle que le premier drapeau qui est sorti dans le Hirak, le premier très grand drapeau avec les 48 wilayas dessus, est sorti de Tizi Ouzou. Oui, je m'en rappelle. Et donc cette fois-ci aussi, la Kabylie a un rôle historique aussi à jouer une fois de plus, c'est-à-dire d'être à la hauteur des attentes de tout un peuple. Absolument. Et aussi jouer, mais je dis bien jouer, c'est-à-dire stratégiquement contre ce régime. Il veut nous imposer, il veut nous pousser il veut nous imposer sa manière, il veut nous imposer l'emblème, justement,
pas pour dire que, pas pour reconnaître la mazirité de l'Algérie. Pour isoler la Kabylie. C'est plutôt pour l'isoler, pour donner du grain à moudre à son moulin Bedissi Nouvombari qui est complètement vidé de son sens. On voit quand Tebboune est intervenu en arabe, on a vu certains pleurnicher, faire des vidéos dans les croyants, les sympathisants de la Bedissi à Nouvombari ont pleuré lorsqu'ils ont vu Tebboune qui parle français parce qu'il ne sait pas parler l'arabe littéraire. Donc c'était déjà un mensonge. Donc là maintenant, les services, la police politique essayent de faire cette manipulation pour dire que, regardez bien, cette région-là, elle n'est pas contre le régime, mais elle est contre l'Algérie. Oui. Voilà le message subliminal qu'ils essayent de nous imposer, de faire passer à notre nom. Et c'est pour ça que maintenant, et je suis confiant, parce que je connais des militants de terrain à Tizi Ouzou, à Béjaïa, à Bouira, à Bourj Boualidj, à Sétif. Je sais que j'attends de leur part un geste très très fort. Je crois qu'il y aura une marée de drapeaux algériens qui vont sortir pour dire une fois de plus que si cette région-là est une région historique de militantisme, c'est parce qu'elle a compris dès le début toutes les manigances, toute la pourriture, passez-moi le terme, de ce régime. Et elle a compris sa nature diabolique. Et c'est pour cela que cette région-là... On ne lui donnera pas le bâton pour nous battre. Absolument pas. Il ne faut pas leur donner le bâton. Il faut être au niveau de l'espérance d'un peuple. Et d'ailleurs, on a vu maintenant que tout l'espace symbolique qu'occupe même maintenant le drapeau amazigh, même dans les régions, sur le territoire national, sur les régions qui sont, on va dire, arabophones, on voit maintenant la place symbolique qu'il occupe. Mais l'idéal serait que les deux drapeaux cohabitent, que le drapeau de l'amazirité, de l'identité matricielle du Maghreb, soit à côté du drapeau national. Et qu'au Maroc, par exemple, il y a le drapeau amazigh à côté du drapeau marocain. Et ce serait porteur, ce serait beau. Et c'est à ce niveau-là, c'est ce qui se fait, Mais justement, il faut qu'on en fasse encore plus. Parce que les relais du régime... Ils ont besoin de se servir quand ils brûlent le drapeau national, ils font flotter à côté de lui... le drapeau amazigh, c'est clair. Ça, c'est clair. Il faut répondre à cela intelligemment, politiquement. Il faut y répondre. Et le message doit passer par le symbolique. Parce qu'eux, ils jouent sur le symbolique. Nous aussi, on doit répondre sur le symbolique. Et on ne va pas nous laisser nous dessaisir de notre emblème national. La Kabylie n'est pas et ne peut pas être en dehors de l'Algérie. Ça n'est pas possible. Et merci. Je vous remercie d'avoir eu ce courage de le dire parce que peu d'intellectuels kabyles ont ce courage. Je vous assure que c'est ma conviction et c'est la conviction de la plupart de mes compatriotes. Je sais, mais le déclarer ouvertement, publiquement, comme vous venez de le faire, vous avez été d'un très grand courage et je suis sûr que vous serez salué par l'immense majorité de la Kabylie. On n'aura pas l'occasion de parler malheureusement de la diaspora. Non, ce que je voulais dire dans cet ordre d'idées, vous savez, au-delà de la symbolique des deux drapeaux, il faut que nous retrouvions tous ensemble une communauté de destin à travers l'histoire de notre mouvement national, à travers le déclenchement de la guerre de libération nationale. Parce que derrière la réhabilitation aujourd'hui de Abban Ramdan et de Moudiaf, il n'y a pas de souci, de Abban Ramdan qui a été ostracisé, qui a été sorti de l'histoire algérienne. Après avoir été assassiné. Non pas pour ses... Il a été assassiné pour ses convictions, pour la vision qu'il avait de l'État national en lutte, n'oubliez pas, ça c'est important. Et quand vous voyez qu'il est réhabilité, c'est à travers ces moments-là, quand on saura qui a fait quoi, comment on nous a usurpé notre histoire, comment on nous l'a falsifié, comment nos enfants l'ont ingurgité. Karim tout à l'heure disait, moi j'ai dénoncé immédiatement Bedissi à Novembria, ça ne peut pas marcher ensemble. Reprenez, en plus le Hajj Ben Badiz était mort, mais sa pensée philosophique, moi je m'interroge aussi, je parle à M. Guessou, la pensée Bedissia a-t-elle déjà une fois été sortie du territoire national pour aller ne serait-ce qu'à Kérouan ou qu'à Marrakech ou quel est le type de pensée?
On oublie que les ulama, c'était des réformistes, il faut leur reconnaître ça, mais qui étaient dans la pensée de Jamal Din al-Afghani. Alors j'invite les téléspectateurs et téléspectatrices à lire la correspondance entre Jamal Din al-Afghani, qui était un érudit, il ne faut pas l'oublier, et Ernest Renan. Oui. C'est quelque chose de magnifique, j'invite toutes les téléspectatrices et téléspectateurs à lire. Je terminerai par dire, il faut qu'on continue, tous unis pour le moment. Viendra le moment de la transition, viendra le moment du choix politique des uns et des autres, de l'architecture institutionnelle, des libertés, etc. etc. Merci Idir Nouron, merci Karim Naïtou Slimane, merci Yahya Bounouar. Oui. J'aimerais bien aussi terminer par une parole d'Abdel Ramvan. Une Algérie ni occidentale, ni orientale. Absolument. Une Algérie algérienne. Algérienne. Très très bien. Monsieur Benchouf, s'il vous plaît. Oui. Je profite de ce moment. Puis après, on va passer la nuit. Non, c'est pas grave. Je profite de ce moment pour vous témoigner toute mon affection. Premièrement, vous partez en vacances. Ah oui, je vous souhaite de bonnes vacances. Ce n'est pas vraiment des vacances, oui, c'est des contraintes plutôt. Au-delà. Ouais. Mais je vous remercie. Bonnes vacances. Ouais. Revenez-nous frais, dispo et tout aussi pertinent. Merci beaucoup, c'est très très aimable à vous. Merci. Alors, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qu'on vient de le dire, Idir Nouron, que je remercie. Nous, on dit Idir qu'il était beau. Comme Idir donc, vient de le rappeler, je vais être obligé de m'absenter quelques jours pour des raisons indépendantes de ma volonté. Malgré tout ce qu'ils nous ont fait subir, c'est bon insana, t'addaw alena. لا لا شوف فيكم صار بونا نسالنا تعداوا على حرمتنا طيحوا لنا قدرنا ضربوا لنا اولادنا جرحوهم سبوهم يستعملوا غير الالفاظ اللي ما تسواش يعني هكا باش تعرف باللي الضربه ما جاتكش من عند واحد راجل في حل واقف جاتك من عند اللي ما يسواش يعني واللي يستعملوه ماليه سيادو يعطيوه لي كومبريمي يشوتيوه ويعمروه كي نتاع ويطلقوه هو يجيب السيف وكذا منا بصح معليش حنا نبقاو في السلميه بربي ان شاء الله نبقاو دروا كوم ان اي دروا دو نو بوت فخير ما نخليو حتى واحد يقسمنا حنا ما كانش عندنا قبايل كاين القبايل في فيغتي اونور كاين شاويه كاين بني مزاب كاين العرب كاين كلش avec fierté et honneur pour chaque identité ou chaque groupe social ou comme on veut bni mzab mais nous sommes tous des Algériens nous avons choisi et l'histoire a fait pour nous tous que nous nous retrouvions dans un seul pays avec des frontières connues reconnues nous sommes chez nous et nous avons besoin de choisir nos représentants. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir choisir nos dirigeants, de les élire selon notre volonté. C'est tout. Et nous voulons une justice, et nous voulons que l'armée, tu vois, tu es caserne. مش باسكو انا عطيتك السلاح بصوره الشعب تحكم السلاح عليك تستعمله ضدي انا باش تولي انت ملياردير على ظهري انا وكي نهضر تقتلني ولا تلعني في الحبس سي اوسي سامبل كو سا مي شيغ زامي دونك سلميه سلميه وخاوه خاوه حتى ان شاء الله نوليو جزائر ديمقراطيه حقيقيه وبقى على خير. الاستقلال الاستقلال الحقوا حريتنا هدوا خاوتنا نامي هدوا